C'est le débat de ce Smart Impact. On met à l'honneur deux des 34 lauréates du prix Jeunes Talents France organisé par L'Oréal et l'UNESCO. Marion Guérin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, postdoctorante à l'unité dynamique des réponses immunes à l'INSERM et l'Institut Pasteur. Clémence Alietta, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes doctorante au laboratoire télécom, équipe électromagnétisme et antenne à l'École nationale de l'aviation civile, Université de Toulouse. Je vais commencer, après on parlera de ce prix et de ce que ça représente pour vous, mais par essayer de comprendre ce que vous faites. Marion Guérin, c'est sur quoi vous travaillez ? Alors en fait, moi je suis dans le domaine de l'immunologie associée à la cancérologie, donc c'est vraiment comprendre comment notre propre système immunitaire, qui est toujours impliqué pour se défendre contre des virus, des bactéries, peut là, dans le contexte du cancer, aider à vaincre justement les cancers. Donc il va y avoir plusieurs manières de faire et il va y avoir surtout les immunothérapies qui ont été développées il y a une dizaine d'années et mises sur le marché, qui ont une très bonne efficacité clinique. Et en fait, ça va vraiment permettre de restimuler notre propre système immunitaire pour qu'il lutte contre les cellules cancéreuses. Et vous, Clémence Alietta, sur quoi vous travaillez ? Alors sur un tout autre sujet, moi je travaille sur notre atmosphère et en particulier j'étudie les événements extrêmes qui peuvent s'y dérouler et notamment ce que je suis en train de faire en thèse porte sur le sondage des panaches de fumée de feux de forêt à partir des satellites, où on est en train d'envisager cette piste également, étudier les cyclones. Voilà, tout ce qui est un peu extrême sur Terre. Bon, on y reviendra et on rentrera dans le détail de ce que vous faites. Mais donc, ce 8 octobre, vous avez toutes les deux été distinguées par ce prix Jeunes Talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Déjà, qu'est-ce que ça représente pour vous, la reconnaissance, le fait de passer comme ça sur un plateau télé, c'est pas rien, mais est-ce que c'est important ? Alors effectivement, je pense que c'est très important. C'est surtout très impressionnant au départ, car je pense qu'on était la majorité à ne pas en croire un seul mot quand on a été contacté par téléphone. Et non, c'est vraiment très important parce que déjà, ça permet de mettre en lumière que c'est possible de faire de la science en étant une femme. En plus, ça met en lumière aussi tous les différents domaines qu'il y a en recherche. Et après, pour nous, ça nous offre une visibilité, un réseau qui est quelque chose d'inégalable. Ouais. Clémence, vous faites partie des 34 lauréates. Peut-être, alors moi j'imagine, j'y étais pas, mais j'imagine la scène, parce que là déjà on voit deux univers de recherche qui sont très très différents. Ça partait dans plein de directions différentes finalement, quand vous avez discuté avec les autres chercheuses et scientifiques. Oui, tout à fait, et c'est ça qui fait la richesse un petit peu de ce programme, c'est que moi j'ai pu discuter avec des chercheuses en biologie, en biologie de l'environnement, biologie plutôt côté médecine, chose que je ne peux pas faire au quotidien, qui reste plutôt dans la physique. Donc c'est vrai que rien que d'un point de vue des expériences, on n'a forcément pas le même vécu en fonction de nos thématiques. Il n'y a pas forcément les mêmes difficultés en tant que femme, si on fait de la biologie, des maths appliquées. Donc non, c'était effectivement un événement très riche, parfois complexe, de se comprendre entre différentes thématiques, mais très très riche. Est-ce qu'il y a des idées de passerelles qui peuvent se créer à l'occasion d'une rencontre comme celle-là ? Ou pas forcément. Hein. Alors, ça peut. Après, ça dépend des thématiques. Je sais que, étant dans une thèse personnellement très pluridisciplinaire, on peut toujours, en discutant avec des jeunes chercheuses lauréates qui travaillaient plus sur la biologie de l'environnement, trouver des points d'accroche, que ce soit sur les cyclones, la préservation de la biodiversité. Tous ces sujets sont un petit peu connexes. Après, j'imagine que pour Marion, également d'un point de vue biologie, médecine, il y avait des accroches. Il y avait beaucoup de lauréates qui étaient dans l'univers de la médecine ou pas Alors, forcément. Beaucoup. La biologie, c'est quand même l'endroit où il y a le plus de femmes dans la recherche. Donc forcément, ça biaise un petit peu. Mais après, c'est vrai que ce prix-là et cette distinction-là, ils font vraiment attention à l'ouvrir à tous les domaines. Et ils essayent vraiment d'avoir des quotas, on va dire, de chaque, pour ne pas que justement la biologie, qui est l'endroit où vont finalement plus facilement les femmes, ne soit que, à 100% représentée que de biologistes. Est-ce que, alors on va parler évidemment, parce que c'est aussi l'objectif de ce prix, de créer des vocations, de pousser la féminisation des filières scientifiques, puisque les femmes, elles représentent 34% de l'ensemble des personnels de recherche et de développement. Donc il y a encore beaucoup de travail et de leviers à activer. Je vais d'abord vous poser une question assez personnelle. Je commence avec vous, Marion Guérin. Est-ce qu'il y a eu des obstacles ou des moments ou alors
c'est pas pour vous, ça marchera jamais. Est-ce que vous avez vécu ça ou pas, d'ailleurs? Ouais, moi, j'ai vraiment eu la chance dans mon parcours d'être toujours très bien entourée, que ce soit pendant à la fois les études, mais à la fois la thèse et mon post-doctorat. J'ai vraiment eu des chefs d'équipe et une directrice de thèse assez incroyables qui m'ont toujours encouragée. Donc, personnellement, je ne l'ai pas forcément ressenti, mais c'est vrai que par contre, autour de moi, mes amis, mes camarades, j'ai bien vu que les filles doutaient énormément et avaient quand même un chemin beaucoup moins facile d'accès que les hommes. Et votre retour d'expérience, Clémence Alietta? Il va être un petit peu similaire. Après, c'est vrai que c'est encore différent dans tout ce qui est physique et maths. Il y a encore moins de femmes qu'en biologie. Vous citiez le nombre de 30% environ en sciences en France. Dans les sciences, maths et physique, on est plus autour de 15-20%. Donc il y a une vraie place à se faire. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un petit peu décourageant ou en tout cas désarçonnant quand on arrive en conférence et qu'on voit qu'on est 3 filles dans la salle sur une cinquantaine de publics. Donc, c'est vrai que oui, il ne faut pas douter de soi, et ça peut être dur parce que tout est fait pour nous faire douter. Alors, je veux bien qu'on quand même passe un peu de temps là-dessus, sur ce tout est fait pour nous faire douter. C'est-à-dire qu'il y a un environnement culturel, il y a un environnement parfois familial, un environnement éducatif qui vous fait douter ou qui pourrait vous faire douter? Alors, dans mon environnement familial et personnel, je n'ai pas été freinée pour faire des sciences. Il n'y avait pas de souci avec ça. Je parle plus de facteurs qui ne sont pas directs. C'est pas un complot pour faire douter les femmes. Oui, bien sûr. Mais il y a plein de petites choses un petit peu insinueuses. Ne serait-ce c'est même sans y réfléchir, des fois, une phrase, une petite phrase, voilà, c'est ça, où tu es sûr, où c'est dur comme étude. Des choses que mes camarades garçons n'ont jamais entendues, par exemple. Quand on dit qu'on veut faire une prépa, j'ai beaucoup d'amis qui ont dit non, mais on m'a dit que c'était dur quand même psychologiquement, alors que j'ai jamais entendu de garçon à qui on a dit fais pas de prépa, c'est trop dur pour toi. Donc c'est peut-être de la surprotection, mais qui finalement nous brime. Nous bride un petit peu dans nos ambitions. Alors, évidemment, il y a autant de filles que de garçons qui sont doués pour les matières scientifiques, sauf qu'on voit que plus on progresse dans les études, plus le nombre de filles se réduit. Comment vous l'expliquez, ça? Alors, je pense qu'il y a à la fois, effectivement, le fait de douter, des fois, de ses capacités à atteindre des postes haut placés, parce que pas qu'on n'a pas les compétences, mais parce que l'environnement nous fait penser qu'on n'a pas les compétences. Notamment, qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la grossesse, la prise en compte de la maternité chez la femme. Moi, je me souviens que je voulais absolument avoir un enfant en fin de thèse, ce que j'ai réussi à avoir. Mais c'est vrai qu'après se pose la question, du coup, je vais peut-être pas partir faire un post-doctorat à l'étranger. Or, le post-doctorat à l'étranger, pour avoir un poste à la suite, finalement, c'est ce qu'on attend. Donc, du coup, ça demande de vraiment réfléchir, est-ce qu'on est prêt ou pas à faire ces concessions. Pareil, un congé maternité, c'est du temps d'arrêt d'un projet. On n'est jamais remplacé lorsque l'on part. Le projet nous appartient. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons le faire. Donc forcément, s'interrompre 6 mois, c'est non négligeable. Il va y avoir des équipes dans lesquelles les chefs d'équipe vont être très compréhensifs. D'autres équipes où c'est absolument impossible. Donc ça, c'est, je pense, aussi quelque chose qui est très, très compliqué. La possibilité de concilier vie de famille avec vie professionnelle et surtout, l'évolution de carrière, c'est quelque chose qui va être vite freiné. Mais est-ce que ça veut dire que les plans de carrière, ils ont... alors après, on peut essayer d'en sortir, mais bon, est-ce que les plans de carrière, ils ont été conçus par des hommes et pour des hommes? Alors ça, c'est une bonne question. Après, j'avoue qu'étant plus jeune que Marion, je n'ai pas encore eu ces questions à me poser, en tout cas pour ma vie personnelle. Après, c'est vrai que quand on parle des concours pour être chercheur CNRS, par exemple, le postdoc obligatoire à l'étranger, obligatoire entre guillemets, c'est une règle implicite, peut freiner, je pense, même moi, j'y réfléchis. Je me dis, est-ce que j'ai envie finalement de mettre ma vie entre parenthèses 1 an ou 2 pour aller à l'étranger, perdre mes racines, mon environnement proche, pour une carrière que je ne suis pas sûre d'avoir à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des choses à faire évoluer sur ce point de vue-là. Alors, je reviens sur l'objet de vos travaux, donc immunologie pour explorer l'utilisation des immunothérapies contre le cancer. On en est où? C'est-à-dire que c'est évidemment un domaine dans lequel la recherche progresse et les scientifiques travaillent en permanence, mais vous le disiez, ça y est, on commence à en voir les effets, c'est ça? Oui, effectivement. Donc il y a eu beaucoup d'immunothérapies qui ont été mises sur le marché dans les années 2010-2015. Donc finalement, c'est assez récent en termes de clinique par rapport à la chimio-radiothérapie qui sont là depuis des décennies. Et en fait, maintenant, on commence à en voir du coup les répercussions. Donc il y a vraiment des effets très positifs. Ça va être une des thérapies qui, pour l'instant, permet d'obtenir les meilleurs taux de réponse dans différents cancers et
du coup aussi pour à la fois des tumeurs primaires ou des tumeurs qui récidivent. Maintenant, il y a encore beaucoup de recherches à faire parce que tous les patients ne vont pas répondre ou tous les cancers ne peuvent pas forcément être pris en charge. Donc c'est vraiment important d'analyser le mécanisme d'action des immunothérapies qui sont déjà en place pour comprendre où il y a des défaillances et les améliorer, ou même travailler à créer de nouvelles immunothérapies pour faire continuer la recherche. Comment se place la France, la recherche française dans ce domaine-là ? Alors, la recherche française est assez bonne. Il y a vraiment beaucoup d'idées qui en ressortent, des bonnes publications. On a aussi la chance d'avoir des bons instituts de recherche et des instituts de recherche qui sont aussi associés à des hôpitaux. Et par exemple, l'Institut Gustave Roussy, dans tout ce qui est essais cliniques, a vraiment une place très importante. Donc, je pense que notre place est quand même assez positive. Votre projet, il s'appelle Sparrow, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, vous étudiez les panaches de fumée, notamment des incendies. Alors, on parle souvent de méga-feux. Est-ce que c'est un terme que vous employez ? Oui, c'est un terme qu'on emploie, mais il faut faire attention à quand est-ce qu'on l'emploie. On ne va pas l'employer pour tous les feux de forêt. On l'emploie en Europe pour les feux de forêt qui ont une surface brûlée de plus de 1000 hectares. Aux États-Unis, comme ils sont plus habitués à des feux de grande ampleur, eux, ils fixent le barème à 10 000 hectares pour un méga-feu. Et alors, donc, vous étudiez, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais si on rentre un peu plus dans le détail, vous étudiez quoi ? Et puis, alors, pour quels usages ? Oui, alors, du coup, pour la première question, qu'est-ce qu'on étudie ? On cherche à comprendre la dynamique d'un panache de fumée. Comment il évolue ? Quels sont les mécanismes qui s'y passent à l'intérieur ? Et ça, on le fait en étudiant la température, l'humidité, la pression dans le panache. Alors pourquoi ça nous intéresse, au-delà de la beauté de l'avancée de la science ? Je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé au Portugal en 2017. Vous avez peut-être entendu parler des feux autour de la ville de Pedrógão Grande qui ont fait 67 morts. Donc c'est effectivement un drame et on cherche à éviter ça. Comment on peut l'éviter ? Ce qui s'est passé à Pedrógão, c'est que les gens étaient en train d'évacuer sur une autoroute. Le panache est passé au-dessus de l'autoroute et à l'intérieur, il y avait un processus, la formation d'un nuage d'orage dans le panache qui s'est déchargé à proximité de l'autoroute. Le problème, c'est que ça se décharge sur un sol sec. L'incendie se propage de façon soudaine, imprévisible. Les gens ont malheureusement été coincés dans leur véhicule, ce qui a conduit à de lourdes pertes humaines. Et nous, on cherche à comprendre ce qui se passe dans les panaches pour pouvoir anticiper ces phénomènes et mieux protéger les biens et les populations. Comment un panache crée un orage, quoi, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en fait, c'est des processus avec l'humidité qui va monter dans l'atmosphère, ça va former des gouttelettes de glace, comme dans un nuage d'orage, qui va charger le panache, et donc après, on a cet éclair qui va frapper le sol. Et compliquer la tâche des secours et pour l'évacuation. Vous travaillez toute seule ? Parce que vous disiez, si je pars, mon projet avance pas. Ou alors, est-ce que c'est quand même un travail d'équipe ? Alors les deux. Les deux, oui. C'est-à-dire que souvent, on a un projet assez personnel, vraiment bien défini. Et après, on va être au sein d'une équipe où les projets vont être un peu... vont pouvoir se recouper. Et du coup, on va pas pouvoir partager des technologies, on va pouvoir partager des domaines de connaissances. Donc, on va pouvoir s'aider mutuellement dans la conception et la réflexion du projet. Mais après, on a quand même chacun notre propre projet. Même question. Ben oui, effectivement, c'est très... C'est pluridisciplinaire. Nous, c'est un travail d'équipe. C'est pluridisciplinaire. Surtout, effectivement, moi, je suis plus sur la partie... j'utilise les données des satellites, donc en orbite autour de la Terre, donc je suis plus sur la physique et les signaux de mesure, mais on travaille fortement en synergie avec d'autres chercheurs plus spécialisés vraiment sur l'évolution du feu, que ce soit en Corse, au Portugal, là, je vais aller au Danemark en mission. Donc, au-delà de l'aspect pluridisciplinaire et multi-équipe, c'est également des projets, je pense que ça doit être à peu près la même chose en immuno, internationaux. C'est vrai qu'en Europe, il y a une forte synergie au niveau des chercheurs qui fait la richesse et qui est de cet écosystème. Merci beaucoup à toutes les deux et encore bravo pour ce prix Jeune Talent L'Oréal et l'UNESCO. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec le président du groupe FAS.